Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Sébastien Kennel. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit d'un livre de Jim Rohn qui s'appelle Les 5 pièces clés du puzzle de la vie. Alors, avant de regarder les notes que j'ai mis concernant ce livre, je vous conseille vivement de regarder en description. J'ai mis un lien pour une vidéo totalement gratuite qui vous permet de voir pour apprendre les bases sur comment avoir une mémoire photographique ou du moins sur comment on peut bien mémoriser. Parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de mémoire photographique, c'est ce qu'on dit. Pour découvrir qu'est-ce que c'est, en fait, quelle est l'astuce pour en fait bien mémoriser, ben, vous la trouverez dans cette formation gratuite. En tout cas, vous aurez le départ dont vous pourrez continuer à aller plus loin par la suite. Non, je vous le propose avant, bien entendu, parce que le but, voilà, c'est regarder cette vidéo complètement. Et ben, en fait, vous n'allez pas retenir quasiment tout ce que j'ai raconté. Vous pourrez plus facilement le retenir, bien plus facilement, en appliquant les méthodes qui sont dites dans l'autre vidéo. Donc voilà. Alors on va commencer, on va parler donc de ce livre de Jim Rohn. Jim Rohn, c'était un des premiers, une des premières personnes que j'avais découvert en développement personnel et que je trouve vraiment excellent. Vraiment un type qui avait un état d'esprit vraiment incroyable, quoi. Alors, la première chose que j'ai notée concernant ce livre, c'est ce n'est pas à force de poursuites intenses, mais grâce à ce qu'on devient qu'on obtient des récompenses et qu'on progresse. Car c'est ce qu'on est qui détermine au bout du compte les lignes de résultats qu'on s'attire. Donc, il faut bien comprendre. Ce qu'il dit, c'est plus vous courez après quelque chose et ça sert à rien parce que c'est pas ça qui va vous permettre de l'avoir. Ce qui vous permet de l'avoir, c'est d'être. Donc, si vous courez par exemple après de l'argent, bah, vous ne pouvez pas avoir cet argent parce que pour avoir l'argent, vous devez devenir quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre vous permettra d'attirer automatiquement l'argent. Et c'est pareil dans tous les secteurs. Quand vous voulez si vous voulez avoir un point idéal, c'est pareil, c'est le même principe. Il va falloir que dans la tête, vous fonctionnez différemment pour avoir votre point idéal. Tant que vous vous dites des choses, ouais, mais j'ai besoin de continuer à grignoter, manger et tout, eh ben, vous pouvez pas avoir le point idéal. Et ça commence d'abord là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut d'abord devenir, je sais plus exactement ce que je viens de dire à l'instant. Oh là là. Alors, il a dit qu'il ne faut pas avoir, qu'il ne faut pas poursuivre pas avoir de poursuite à l'instance. Donc, on a dit, car c'est ce qu'on est qui détermine au bout du compte les lignes des résultats qu'on s'attire. Voilà, je voulais la phrase exacte en fait. Donc, c'est ce qu'on est qui détermine au bout du compte les lignes de résultats qu'on s'attire. Ok, alors, le prochain point, c'est par ses écrits. Il donne matière à réflexion et encourage à tous ceux qui adhèrent à la philosophie du « tu peux avoir plus que ce que tu as, parce que tu peux devenir plus que ce que tu es ». En fait, ça, c'est la préface, mon avant-propos, et c'est Kyle Wilson qui a écrit donc la préface du livre. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Bah, je suis pas trop dedans aujourd'hui, on dirait. Hein, il faut que je déstresse un petit peu. Hein. Tu peux avoir plus que ce que tu as, parce que tu peux devenir plus que ce que tu peux avoir tout ce que tu peux avoir plus que ce que tu as, parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Donc on revient sur le même point. Plus vous devenez grand, hein, vous montez les escaliers. Hein, on prend le truc genre de Zig Ziglar, monter les escaliers, les marches des escaliers, et plus vous aurez. Ensuite, point suivant. Nous nous donnerons donc pour objectif, vous et moi, de transformer ces mots imprimés en idées et en émotions qui nous serviront d'outils pour façonner une nouvelle vie, avec des nouveaux buts et une nouvelle détermination à obtenir tout ce à quoi vous aspirez et à devenir tout ce que vous souhaitez devenir. La plupart des livres visent à divertir ou à informer, mais celui-ci vise à inspirer. Le fait que vous soyez entré en possession du présent livre laisse fortement entendre que vous êtes déjà engagé dans une quête. Il se peut fort bien également qu'il y ait dans votre vie quelque chose que vous souhaitez changer. Peut-être êtes-vous d'avis que vous méritez un meilleur salaire que celui qu'on vous verse actuellement, ou que vous avez plus de talent et de compétences que votre occupation actuelle vous permet d'utiliser. Donc là, on est vraiment en train de lire les propos de Jim Rohn, c'est son introduction. Donc voilà, donc là, il parle des objectifs. Donc après, j'ai noté le point suivant, hein. Finalement, notre vie sera jugée non selon ce que nous aurons commencé, mais selon ce que nos efforts et notre détermination auront mené avec succès à une conclusion.
Et ensuite, j'ai noté aussi, mais pour que ces idées opèrent leur magie infaillible dans votre vie, vous devez prendre le temps au cours des semaines à venir d'examiner sérieusement la direction de votre vie, ainsi que de réfléchir au message et d'appliquer consciencieusement les principes dévoilés sur les pages qui suivent. Donc là, il dit bien, faut s'étudier. Donc tu vois, si on ne change pas, on ne peut pas changer les choses. On peut seulement changer les choses à l'extérieur quand on change à l'intérieur. Donc chapitre 1, philosophie. Donc le premier point que j'ai mis, c'est la manière dont nous choisissons de penser constitue un facteur majeur dans la détermination de notre destinée. Tout ce qui se passe dans l'esprit humain sous forme de pensée, d'idées et d'informations forme notre philosophie personnelle. Cette philosophie influe ensuite sur nos habitudes et notre conduite. Et c'est vraiment là que tout commence. Ok. Point suivant. Au fur et à mesure que la journée s'écoule, nous choisissons de faire ce que nous jugeons important. Si quelqu'un décide de commencer sa journée à 5 heures chaque matin afin de pouvoir saisir les occasions qui lui permettent de fournir à sa famille plus de bonnes choses dans la vie, que fait-il donc réellement? Il fait ce que sa philosophie lui a enseigné d'être utile. Inversement, si celui-ci qui choisit de dormir jusqu'à midi fait lui aussi ce qu'il juge important, mais les résultats qu'engendrent les deux philosophies diffèrent. Selon les jugements que portent les gens sur ce qui est important seront très différents. Nous avons tous nos propres idées concernant les choses qui influent sur notre vie. Selon les informations que nous avons recueillies au cours des années, nous avons chacun notre propre perception du gouvernement, de l'éducation, de l'économie, de notre employeur, ainsi que d'une foule d'autres questions. Ce que nous pensons de ces questions ajoute à notre philosophie émergente et nous amène à tirer certaines conclusions sur la vie et sur son fonctionnement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, chaque personne perçoit les choses d'une certaine manière. Et que chaque personne, il y a deux personnes qui peuvent dire des choses différentes, et pourtant elles ont tous les deux en fait raison, parce que leur perception, elle est différente. Mais ils disent tous les deux en fait la vérité. C'est ça qu'il explique, c'est qu'il faut changer de perception pour pouvoir y arriver. Si le gars il pense que c'est important de dormir, il dormira jusqu'à midi parce que c'est ça qui est important. Si l'autre il pense qu'il dit voilà il faut se lever à 5 heures du mat et bosser pour sa famille, alors c'est ça qui est important. Dans les deux cas, les gars ils disent chaque fois la vérité. Point suivant. Ce n'est pas ce qui se produit qui déterminera la qualité de notre vie, mais ce que nous choisissons de faire quand, après être efforcés de hisser la voile, nous réalisons que le vent a changé de direction. Donc là, ouais, il aime bien prendre ça, Jim Rohn. Il prend la voile et après il dit prendre la direction de la voile. Donc un peu comme les autoroutes, vous avez quand vous avez les différentes routes, vous prenez un chemin, gauche ou droite, etc. Ben, c'est exactement le même principe. Ensuite, il y a noté, lorsque le vent tourne, nous devons changer. Nous devons nous remettre debout et hisser de nouveau la voile de manière à ce qu'elle nous dirige vers la destination de notre choix. La manière de hisser la voile soit la manière dont nous pensons et réagissons, est bien plus capable de détruire notre vie que de tout défi auquel nous pourrions être confrontés. La promptitude et la maturité avec lesquelles nous agissons à l'adversité s'avèrent bien plus importantes que l'adversité en soi. Dès l'instant où nous nous efforçons de comprendre cela, nous finissons par conclure délibérément que le grand défi de la vie consiste à contrôler le processus de notre pensée. Apprendre à hisser la voile selon les vents changeants, plutôt que de les laisser nous entraîner dans une direction que nous n'avons pas nous-mêmes choisie, exige l'acquisition d'une toute nouvelle discipline. Cela implique notamment de se mettre au travail, en établissant une philosophie personnelle percutante qui contribuera à influencer positivement tout ce que nous faisons, ainsi que tout ce que nous pensons et philosophie et décidons. Voilà. Ouais, c'est le titre du chapitre. Eh ben, dis-donc, aujourd'hui, je suis pas trop... J'ai un peu de mal. Hein. Il faut que... Je suis dedans. Ouais. J'arrive à être dedans. Allez, je vais pouvoir parler de la suite correctement. Ainsi que tout ce que nous pensons et décidons. Si nous réussissons dans cette entreprise louable, il en résultera un changement au niveau de notre revenu, de nos occupants, de notre style de vie et de nos relations personnelles, ainsi que dans notre perception des choses importantes et des périodes difficiles. Ok, donc il faut s'adapter et pas se laisser diriger par les autres, pas se laisser influencer. Hein. Ensuite, toutes nos croyances et tous nos choix qui vont à l'encontre du but recherché sont l'aboutissement de nombreuses années passées à accumuler de fausses informations. Nous avons tous simplement évolué autour de mauvaises sources et nous avons accueilli les mauvaises données. Alors ça met en avant comme quoi, ouais, évitez d'apprendre des choses ou de vous laisser influencer par des choses qui ne vous intéressent pas. Quand vous regardez par exemple la télé, le journal et tout, en fait, vous n'avez pas contrôle des choses de ce que vous allez voir. Enfin, vous avez le contrôle de couper la télé, mais c'est eux qui diffusent ce qu'ils ont envie de faire, c'est leur programme. Donc là,
pour avoir les bonnes croyances et tout, il faut regarder les bons trucs. Donc c'est là que c'est beaucoup plus intéressant de regarder des vidéos sur internet, parce qu'au moins vous pouvez choisir votre programme, et alors vous allez pouvoir apprendre les bonnes choses, avoir les bonnes informations au lieu d'avoir les fausses informations comme il met. Hein. Plus on accumule de mauvaises informations, moins on pourra aller là où on veut. Hein. Point suivant. L'évaluation objective par quelqu'un dont nous respectons l'opinion. Quelqu'un d'autre que nous-mêmes nous permettra de voir des choses qui nous échappent. Dans notre monde personnel, nous avons tendance à voir que les arbres, alors qu'un ami objectif et compétent aura plus de facilité à voir la forêt. L'objectif dont nous profitons sous la forme de sages conseils qui sont prodigués par quelqu'un en qui nous avons confiance et que nous respectons, peut nous permettre d'obtenir promptement des informations justes sur nous-mêmes et sur notre processus décisionnel, et peut nous empêcher de tirer des conclusions erronées grâce à la connaissance approfondie de notre contexte de vie. Ok. Donc là, on parle d'écouter... On aura plus de facilité de voir la forêt. L'objectivité dont nous profitons sous la forme de sages conseils qui nous permettent de se prodiguer par quelqu'un en qui nous avons confiance et que nous respectons. Bon, là, on apprend bien d'autrui, donc à faire attention à son environnement. Par contre, je ne sais plus exactement le contexte de pourquoi j'avais mis cette note. J'ai du mal à voir pourquoi j'ai trouvé ça important. Nous avons bien raison de nous obliger à accepter les conseils et les suggestions de quelqu'un qui se soucie de nous, si nous voulons éviter que la vie et les circonstances nous obligent à les obtenir de quelqu'un qui ne se soucie pas de nous. Donc là, en fait, il dit, c'est grosso modo, c'est choisir les bonnes personnes, lesquelles qui nous sont utiles, qui nous soutiennent, et non le sens inverse, qui ne se soucient pas de nous. Ok. Point suivant que j'ai mis, ceux qui ne tirent pas de leçons des erreurs du passé sont condamnés à les répéter. Alors ça, c'est tout à fait juste. Souvent, on fait l'erreur, on refait les erreurs du passé. Encore une fois, le problème, si on refait les mêmes erreurs du passé, c'est parce qu'on les a oubliées. On a oublié les choses, des erreurs qu'on a fait. Un bon moyen de retenir les erreurs, c'est forcément, comme dit, d'améliorer votre mémoire. Si vous améliorez votre mémoire, vous n'allez pas oublier et donc vous n'allez pas refaire la même erreur. Encore une fois, je vous invite à suivre la vidéo que je vous ai donnée en description. Sinon, l'autre point que je peux aussi vous donner pour éviter de refaire les mêmes erreurs, c'est d'avoir un journal et de le suivre. Vous notez ce que vous avez fait et vous corrigez, qu'importe le domaine, pour ne pas refaire cette erreur. La clé, c'est de trouver des êtres humains uniques dont la personnalité et la réalisation nous stimulent, nous fascinent ou nous inspirent, pour ensuite tenter de nous approprier leurs plus grandes qualités. Les grands projets s'élaborent toujours à partir d'un modèle ou d'un avant-projet. Donc là, il dit bien de se baser sur ceux-là qui ont déjà réussi, ok, ou d'un projet déjà qui avait été déjà abouti pour pouvoir aller plus loin, ok. Ensuite, nous sommes tous influencés par quelqu'un. Étant donné que son influence déterminera dans une certaine mesure la direction de notre vie, il vaut beaucoup mieux choisir délibérément les gens à qui nous nous permettons de nous influencer que de laisser le pouvoir d'une mauvaise influence nous imposer ses effets à notre insu ou contre notre gré. Donc là encore, il met en avant que l'environnement c'est important. Attention, il y a des personnes où il faut vous dissocier, des personnes où il faut diminuer, d'être en contact. Ensuite, nous devons apprendre à bien observer et à évaluer judicieusement tout ce qui se passe autour de nous. Tous les éléments nous influencent. Et ceux qui nous influencent laissent une empreinte de ce que nous serons un jour et de la manière dont nous vivrons alors. Donc là, effectivement, faire attention à tout ce qui se passe autour. Et ne pas faire gaffe et limiter tout ce qui ne va pas et garder ce qui est bon. Souvent, les opportunités les plus extraordinaires se cachent parmi un événement de la vie qui semble insignifiant. Si nous ne prêtons pas attention à ces événements, nous passerons facilement à côté des opportunités qui s'offrent à nous. Donc là, il dit d'être un peu comme certaines personnes qui voient bien les choses. Ça me rappelle un truc que j'avais vu dans les enseignements du secret. Il y avait ça avec John Assaraf, il expliquait avec le gorille et tout. Et les gars, ils passaient. Dans le groupe, il y avait des gens qui jouaient avec une balle. C'était bluffant, quoi. Ils montraient la vidéo.
Et personne ne voyait qu'en fait, il y avait un gars qui était habillé en gorille qui passait et il passait. Et là, il montrait comme quoi on loupe des opportunités parce qu'on ne le voit pas, parce que le cerveau l'a filtré, alors que le gars, il était là. Après, il montrait, c'était assez bluffant. Ensuite, nous écoutons parfois certaines voix pendant un moment, par curiosité. Mais si ces voix ne nous font pas progresser vers la réalisation de nos jeux de vie, alors nous devons absolument nous garder de les écouter longtemps. Nous devrions permettre à un message de nous toucher que s'il nous communique de précieuses informations, de manière à ce qu'il puisse contribuer à améliorer ce que nous sommes déjà. Donc là, il dit bien attention au pourcentage. Si par exemple vous avez l'habitude de faire 1 heure de vidéo de développement personnel et 2 heures de vidéos de séries télé, forcément vous êtes dans la mauvaise direction. Par contre, si vous inversez les choses, c'est mieux. Bien sûr, plus il y a un écart, mieux c'est. Si vous faites par exemple 4 heures de DP contre on va dire 1 heure de séries télé, c'est mieux. Donc là, il en vient donc avec le pourcentage. Bon. Après, on va au point suivant. Pourquoi négligeons-nous de lire les livres qui peuvent transformer notre vie? Pourquoi nous plaignons-nous? Si nous ne changeons rien à notre situation, pourquoi tant d'entre nous maudissent-ils les faits, mais nourrissent-ils la cause? Comment expliquer que seuls 3% de toute la population du pays possède une carte de bibliothèque? Une carte pouvant nous donner accès à toutes les réponses menant à la réussite et au bonheur que nous puissions souhaiter obtenir. Ceux qui aspirent à une vie meilleure ne peuvent se permettre de passer à côté des livres susceptibles d'exercer une incidence majeure sur la destinée. Les livres qui ne tiendront pas ne leur seront d'aucune utilité. Là, il met en avant la raison de pourquoi c'est important de lire. Alors, je suis pas sûr qu'à la bibliothèque on trouve ce genre de livre, mais bon, pour d'autres domaines, effectivement, on devrait pouvoir trouver. En tout cas, en France, je suis pas sûr qu'on peut trouver des livres de DP à la location. Bon, après, c'est pas si cher que ça. Hein. Enfin, c'est cher en les additionnant, mais à la pièce, un seul, c'est pas très cher, quoi. Si quelqu'un vient à la conclusion qu'il en coûte trop cher d'acheter un livre, attendez de voir le prix qu'il devra payer pour ne pas l'avoir acheté. Attendez qu'il reçoive la facture qui lui vaudra une ignorance continue et prolongée. La différence qui existe entre lui qui ne sait pas lire et celui qui ne peut pas lire est infime. Dans les deux cas, c'est l'ignorance qui en résulte. Donc ça, il est effectivement vrai. Hein. C'est aussi pour ça que moi, j'adore acheter des formations et tout, malgré les prix et tout. Parce que si vous n'avez pas les informations, en fait, vous perdez beaucoup plus d'argent que si vous avez acheté la formation ou le défi. Hein. Pour ceux qui parlent de défi actuellement, c'est la même chose. Hein. En fait, vous perdez de l'argent dans cette manière quand il vous manque des informations que vous pourrez utiliser pour propulser votre business beaucoup plus loin. Sans information, juste nous permettant de bien nous rappeler le passé, nous courons le risque de répéter maintes et maintes fois les mêmes erreurs. Sans journal, ces moments particuliers, ces jalons chargés d'émotions et d'expériences seront poussés par les vents de notre propre banque de mémoire jusque dans un coin reculé de notre esprit, où leur valeur sera à jamais perdue. Alors voilà, c'est ce que je disais à un moment, juste un peu plus tôt. Un journal, c'est très bon de noter un journal pour vous rappeler les choses et pas refaire la même erreur. Le deuxième avantage lié à la tenue d'un journal intime est que le geste même d'écrire sur notre vie nous aide à réfléchir de manière plus objective à nos actions. La rédaction tend à ralentir le flot des informations qui nous parviennent et nous arrête pour rassembler nos pensées au sujet d'un événement que nous tentons de coucher sur papier. Nous avons le temps de réfléchir et d'analyser l'expérience relatée. Nous commençons à discerner plus clairement d'où nous proviennent nos informations, les faits sur lesquels nous fondons nos décisions et les mesures que nous prenons selon nos croyances. Autrement dit, ce n'est pas uniquement l'événement concerné, mais encore notre philosophie personnelle, qui est passée à la loupe tandis que nous couchons notre vie sur papier. Donc là, il a expliqué pourquoi c'est tellement important le journal intime. Ensuite, point suivant. Lorsque les gens ordinaires accordent du soin et de l'attention aux choses importantes, leur croissance de l'anonymat à la célébrité n'est qu'une question de temps. Les petites disciplines et les erreurs du jugement mineur ont tendance les uns comme les autres à s'accumuler. Les premières à notre avantage et les dernières à notre déprimant. Ni la réussite ni l'échec ne tient à un seul événement cataclysme. Les deux résultent de l'accumulation de petites décisions qui semblent insignifiantes et dont le poids collectif sur la durée d'une vie présente à la personne concernée une récompense proportionnée. Ok, bon. Ensuite, j'ai noté, il y a dans chaque journée des dizaines d'intersections personnelles, c'est-à-dire des moments où nous sommes appelés à prendre une décision concernant des questions mineures ou majeures. Il
il importe de se rappeler que chacun des choix que nous faisons durant ces prises de décision trace un chemin qui mène à une destination future. Tout comme la somme totale de nos décisions passées nous a conduit aux circonstances actuelles. Les décisions que nous prenons aujourd'hui nous conduiront aux récompenses et aux regrets à venir. Donc là, on voit, déjà, il est assez clair, donc on est bien responsable de nos choix et que nos choix qu'on fait dans le moment présent, on ne peut pas changer ceux-là du passé, mais ceux-là du présent vont affecter ceux-là du futur, donc comme quoi c'est très important. Ce que nous pensons détermine ce que nous croyons. Ce que nous croyons influence ce que nous choisissons. Ce que nous choisissons définit ce que nous sommes. Et ce que nous sommes attire ce que nous avons. Si nous sommes insatisfaits de voir où nos décisions passées nous ont amenés, alors il faut commencer par travailler à notre processus de réflexion actuel, en acquérant de nouvelles connaissances. Nous commençons à améliorer notre philosophie, au fur et à mesure que nos croyances changent, ainsi en ira-t-il de nos choix. Or, des meilleurs choix produisent de meilleurs résultats. Ensuite, j'ai noté l'échec résulte inévitablement de l'accumulation de pensées erronées et de mauvais choix. En termes plus simples, l'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Bon, l'échec, je dirais, c'est plutôt... il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats, quoi. Donc, mais si vous avez... C'est plutôt si on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est qu'il faut changer des choses, hein. Plus on accumule effectivement les mêmes erreurs, et ben du coup on n'obtient pas ce que l'on veut, le bon résultat. Bon. Point suivant que j'ai noté. Alors, voyons voir. Ouais, celui-là. Pour passer de la personne que nous sommes à celle que nous voulons être, nous devons commencer par quelques principes fondamentaux qui influent sur la manière dont nous pensons. Nous avons la possibilité de beaucoup changer le cours de notre vie en consacrant davantage de temps à améliorer notre philosophie personnelle et en faisant consciemment de plus grands efforts pour y parvenir. Ensuite, j'ai aussi noté certaines choses influencent sur nous davantage que d'autres, mais tout ce que nous faisons influe sur toutes les autres choses que nous faisons. Nous serons naïfs de ne pas le croire. C'est de là que des petites erreurs subtiles peuvent provenir du fait d'ignorer l'effet que nos erreurs produisent sur notre vie à long terme. Ensuite, j'ai noté, étant donné que toute discipline influe sur toutes les autres, nous devons nous montrer prudents dans l'exercice de toutes les disciplines. Nous ne pouvons nous payer le luxe de nous complaire dans quelques erreurs que ce soit à longueur de journée. Souvenez que toute liberté que nous accordons pour persister dans une erreur influe sur toutes nos autres bonnes habitudes, ce qui influencera au bout du compte sur notre performance future. Ok, alors, on est toujours en fait dans le chapitre 13, c'est des très très longs chapitres qu'il avait fait dans le livre, et je crois qu'il n'y a que 5 chapitres. Ensuite, j'ai noté toutes les choses qui en valent la peine et qui sont enrichissantes que nous avons abordées dans le présent chapitre sont faciles à faire. Mais le plus grand défi à relever, celui qui risque de nous laisser pauvres plutôt que riches et avec des babioles plutôt qu'avec des trésors, réside dans le fait que tout cela est également facile à ne pas faire. Ensuite, nous devons tous constamment décider de nous approprier une telle vie par l'amélioration de nos pensées et l'examen minutieux des conséquences potentielles de l'accumulation de nos erreurs. Nous ne devons pas nous permettre de penser que les erreurs n'ont pas d'importance. Nous aurons tort de le penser. Nous ne devons pas nous permettre de présumer qu'un masque de discipline dans un petit domaine de notre vie ne fera aucune différence. Nous aurons tort de le penser. Et nous ne devons pas nous permettre de croire que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons et devenir tout ce que nous espérons être sans apporter de changement à la façon dont nous le percevons, d'où nous percevons la vie. Nous aurions tort de le penser. Ok. Alors, j'ai noté ensuite, on passe au chapitre 2, attitude. Le premier, c'était la philosophie. Étant donné que tout dans la vie influe sur tout le reste, nous devons minutieusement étudier toutes choses et tout ce qui nous sont susceptibles d'exercer une mauvaise influence sur notre attitude actuelle. Donc il faut bien faire gaffe à l'environnement. Tant et aussi longtemps que nous n'acceptons pas le fait que nous ne pouvons rien changer au passé, nos regrets, nos remords et notre amertume nous empêcheront de nous bâtir un meilleur avenir grâce à l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Donc pas la peine de bloquer sur les choses qu'on ne peut plus rien changer. Ensuite, les objectifs et les ambitions auxquelles nous avons aspiré dans le passé nous apportent des récompenses présentes. Si nos récompenses actuelles sont petites, c'est que nos efforts passés l'étaient aussi. Et si nos efforts actuels sont petits, nos récompenses futures seront également petites. Voilà, donc en gros, il faut changer pour avoir des meilleures récompenses. Hein. Si on n'avait pas eu des grosses, c'est qu'on n'a pas fait assez. Hein.
Ensuite, lorsque nous avons une attitude saine concernant le passé et des sentiments constructifs envers nous-mêmes et de nos opportunités présentes, nous nous dirigeons inconsciemment vers la réalisation de nos rêves. Toutefois, si nous sommes remplis de regrets par rapport au passé et de soucis quant au présent, nous nous dirigeons inconsciemment vers un avenir très semblable au passé que nous venons de laisser derrière nous. Ok. Ensuite, j'ai noté, lorsque nous percevons clairement notre avenir par les jeux de notre esprit, nous éprouvons de l'exaltation en prévision du jour où tout ce à quoi nous aurions rêvé deviendra réalité. Plus notre vision de l'avenir sera claire, plus nous pourrions nous en inspirer. Or, cette aspiration se frayera un chemin jusque dans nos conversations, nos sources d'énergie, nos relations et notre attitude. Plus nos rêves d'avenir nous exalteront, plus ce sera facile pour nous d'acquérir les disciplines nécessaires et d'améliorer notre philosophie. Autrement dit, nos rêves nous inspirent à réfléchir, à agir, à ressentir et à devenir exactement le genre de personne que nous devons être pour réaliser nos rêves. Donc, il faut rêver pour pouvoir changer et obtenir ce que l'on veut. La capacité unique que nous devons investir, la capacité unique que nous avons d'investir dans l'avenir, nos expériences passées et de nous inspirer de l'avenir constitue une force incroyable. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde en est capable. Nous avons tous la capacité de nous représenter d'avance ce que sera notre avenir, si bien qu'une fois vent, le nouveau jour excédera ce qu'il aurait pu être du simple fait que nous aurons eu recours à une partie de notre passé et de notre avenir pour le créer. Le pouvoir que possède l'avenir est une force extraordinaire. Ce qui peut être a le pouvoir de nous pousser à faire tout ce que nous pouvons faire. Ensuite, j'ai noté aussi la promesse de l'avenir n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer pour toute récompense future. Il nous en coûte de la discipline, du labeur, de la cohérence et du désir ardent de se bâtir un avenir meilleur que le passé ou le présent. Voilà le prix à payer pour le progrès, mais précisons que le prix devient facile à payer lorsque la promesse devient claire. Lorsque la fin devient attrayante, nous découvrons un intérêt marqué par les moyens d'y parvenir. Nous devons percevoir et souhaiter l'accomplissement de la promesse avec une soif insatiable, sans quoi le prix à payer aura raison de nos souhaits et nous ramènera là où nous étions auparavant. Ensuite, il est possible de planifier notre avenir de manière si minutieuse et si claire que lorsque notre plan sera achevé, nous tiendrons une telle inspiration qui deviendra notre merveilleuse obsession. Le défi à relever consiste à laisser cette obsession alimenter nos talents et nos compétences jusqu'à ce qu'ils nous propulsent dans un tout nouvel avenir. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai aussi noté, si nous devions demander à des personnes pourquoi elles éprouvent ce qu'elles éprouvent, quand à certaines questions, nous découvrons probablement que la raison est qu'elles ne savent pas grand-chose de ces questions. Comme il leur manque des renseignements pertinents, elles tirent des conclusions en se fondant sur des bribes d'informations qu'elles ont reçues ici et là. Ne possédant que des connaissances limitées, elles prennent souvent des mauvaises décisions sur la valeur des choses. Si elles savaient mieux comment sont les choses, elles réfléchiraient mieux à ces choses. Autrement dit, elles en tireraient de meilleures conclusions simplement en accroissant leurs connaissances. Ok, et après j'ai noté aussi, la plupart d'entre nous sommes si occupés à vivre notre vie que nous ne nous arrêtons jamais assez longtemps pour apprécier tout ce que nous avons accompli au cours d'une journée. Nous ne nous apprécions pas du simple fait que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes. La connaissance de soi constitue pourtant une pièce clé du puzzle de la vie. Tant que nous apprenons davantage sur la personne que nous sommes, nous commençons à faire des meilleurs choix et de prendre de meilleures décisions pour nous-mêmes et à notre propre sujet. Et comme nous l'avons déjà suggéré, tandis que nos choix s'améliorent ainsi, il en va de nos résultats. Et tandis que nos résultats s'améliorent, ainsi en va-t-il de notre attitude. Là, c'est bien aussi pour la confiance en soi, c'est effectivement d'analyser ce que nous avons déjà accompli. Espérons que notre cercle actif ne se compose pas de gens dont les plus grands atouts se résument à un répertoire illimité de farces et à une panoplie d'opinions biaisées. Ceux qui sont capables de nous toucher et de nous influencer au quotidien devraient nous inspirer et nous semer en nous le doute et altérer notre perception. Nous semons en nous le doute et altérer notre perception des choses à force de pessimisme, de plainte et de mépris des autres. C'est déjà assez difficile d'entretenir une attitude positive en dépit des défis de la vie sans avoir à subir ce genre d'influence dans notre vie. C'est sûr que les gars qui passent à faire des blagues, etc., des farces, comme il dit, c'est pas ça qui nous permettra d'avancer, quoi.
Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, bien au contraire. Souvent, certains, ils sont intelligents, mais par contre, voilà, ils n'ont pas du tout l'état d'esprit à avancer pour eux-mêmes ou pour les autres, quoi. Ah, non, après, il y a un juste milieu aussi à avoir. Des fois, on a besoin de faire une pause, mais si vous passez trop de temps avec ça, c'est pas bon, hein. Ça va pas vous permettre de pouvoir vivre par la suite. Ensuite, il y a le point suivant. Aussi délicat que ce sujet puisse être, nous devons reconnaître que nous avons probablement tous... Ah, la veille. Aussi délicat que ce sujet puisse être, nous devons reconnaître que nous avons probablement tous accumulé quelques amis intimes dont les attitudes et les habitudes nuisent à notre chance de réussite et de bonheur. Il se peut que ces gens soient de bonnes personnes ayant les meilleures intentions du monde, mais si leur effet sur nous est néfaste, alors il se peut que nous devions faire des choix difficiles. Dans un effort pour nous protéger contre les mauvaises influences, il se peut que nous soyons forcés de nous éloigner de certaines personnes que nous connaissons depuis de nombreuses années, afin de bâtir des amitiés plus positives et plus motivantes. Donc effectivement, même si c'est des amis d'enfance, etc., il faut diminuer le temps passé avec ces gens-là et plutôt passer du temps avec les gens qui ont en fait les mêmes objectifs que vous voulez atteindre. Notamment s'ils ont déjà atteint vos objectifs, c'est le mieux, c'est d'être avec ce genre de personnes et non avec les gens du passé. Parce que sinon, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. C'est un choix, hein. Le point suivant, il nous arrive à tous de nous montrer négligents et de laisser les mauvaises personnes, les mauvaises occasions et les mauvaises pensées s'infiltrer dans notre vie. L'essentiel est de reconnaître l'effet que cela produit et de prendre les mesures qui s'imposent pour en minimiser ou en éliminer la source. Ok, ensuite j'ai aussi noté une autre option s'offre à nous pour protéger notre attitude, une association limitée. Nous ne pouvons éviter de parler à nos collègues ni refuser de rendre visite à certains de nos proches pour le reste de notre vie. Mais nous avons la possibilité de limiter le temps que nous passons en leur compagnie et en ce faisant de limiter leur capacité de nous influencer. Il y a des gens avec qui nous pouvons passer quelques minutes, mais pas quelques heures. Il y en a d'autres avec qui nous pouvons passer quelques heures, mais pas quelques jours. Sinon, c'est au prix de la réalisation de nos rêves que nous le ferons. Là, il est assez clair là-dessus, hein. C'est un choix, hein. Ensuite, j'ai noté trouver des gens qui ont de la valeur et organiser notre vie de manière à pouvoir passer davantage de temps avec eux. Même une petite quantité de temps peut faire une grande différence. Lorsque l'on passe en compagnie de bonnes personnes, des gens qui nous instruisent, nous encourageons, nous inspirons et nous aidons à avancer dans la bonne direction. Ou du moins la direction en tout cas qu'on en veut, hein, dans nos objectifs, hein. Alors, ensuite j'ai noté notre attitude détermine jusqu'à où nous pouvons prévoir l'avenir. Elle délimite l'envergure de nos rêves et influe sur la détermination à laquelle nous relevons les nouveaux défis auxquels nous faisons face. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut dominer notre attitude. Les gens peuvent influencer sur notre attitude en nous enseignant de mauvaises habitudes de penser et en nous fournissant de mauvaises informations sans le vouloir ou en nous donnant accès à des sources d'influence négatives. Mais personne ne peut contrôler notre attitude à moins que nous lui abandonnions volontairement ce contrôle. Donc effectivement, c'est nous qui avons le contrôle là-dessus, le pouvoir. Chapitre 3, activité. Alors là, j'ai parlé de... Tatin, suspense. Allez. Le mal s'affile toujours rapidement pour combler le vide qu'aurait l'absence du bien. La seule chose qui soit nécessaire pour que le mal triomphe, c'est que les gens bien ne fassent rien et malheureusement, c'est ce que trop de gens bien choisissent de faire. C'est notre manque d'activité intense et disciplinée qui a permis au mal de se propager et aux gens bien de n'arriver à rien. Si la vie semble parfois injuste, nous n'avons personnellement d'autre choix que de nous-mêmes nous blâmer, hein. C'est pas la peine de blâmer les autres si on n'a pas ce que l'on veut, c'est bien notre faute. Si dès maintenant nous conservons nos rêves en plan et nos plans en activité raffinée qui mèneraient à la réalisation de nos objectifs, quelle incroyable différence nous pourrions faire. En un clin d'œil, nous chasserons le mal et permettrons au bien de nous envahir rapidement pour reprendre en nous la place qui lui revient de droit. Quelle belle vie nous pourrions alors partager avec notre famille, une vie riche et défis en sensation et en réalisation. Ok, alors, j'ai encore pas mal de points notés, on a encore un petit moment ensemble, hein. Ensuite, j'ai noté aussi, parler de réalisation est une chose, passer à l'action en est une autre. Et effectivement, c'est bien si vous parlez de ce que vous voulez réaliser dans la vie, etc. Mais le problème, ouais, c'est il faut aussi agir. Si on n'agit pas, on l'obtiendra pas, hein.
Nous subissons tous des douleurs d'une sorte ou d'une autre, celle de la discipline ou celle des regrets, à la différence que la douleur de la discipline ne pèse que quelques grammes, alors que celle des regrets pèse plusieurs tonnes. Ça, c'est tout à fait vrai. Si on n'agit pas dans le moment présent, on va le regretter par la suite et ce sera beaucoup plus lourd. Ensuite, nous avons la possibilité n'importe quel jour d'acquérir une nouvelle discipline qui consiste à faire plutôt qu'à négliger. Chaque fois que nous choisissons l'action plutôt que l'inactivité ou le travail plutôt que le repos, nous accroissons notre mérite, notre respect de soi et notre assurance. Ensuite, j'ai noté, certains de nos amis aimeraient nous faire croire que le positivisme est le plus important que l'activité. Plutôt que de faire quelque chose de constructif pour changer notre vie, ils préféreraient nous entendre nous répéter à nous-mêmes divers slogans affirmant que tout va bien dans le meilleur des mondes comme « chaque jour y a un tout, je m'améliore de tout au tout ». Nous ne devons pas oublier que la discipline est essentiellement à la réussite et que les affirmations positives sans discipline ne sont que le début d'une illusion. Ensuite, j'ai noté aussi, tôt ou tard, nous devions cesser de blâmer le gouvernement, la grille salariale, les banques, le fisc, les voisins, le patron, la politique de l'entreprise, les prix élevés, nos collègues de travail, notre passé, nos parents, la circulation ou la température pour le fait de ne pas avoir réussi à saisir notre part de la joie que procure la progression. Lorsque nous parvenons à comprendre comment nous en sommes réellement arrivés là et à ce que nous sommes, que les subtilités de nos erreurs répétées et accumulées sont responsables. Alors l'embarras de cette vérité finale et notre volonté de l'admettre lanceront le processus qui nous amène à passer à la pauvreté, à la fortune. Ensuite, j'ai noté, nous pouvons n'importe quand nous discipliner à tout changer. Nous pouvons n'importe quand ouvrir le livre qui nous ouvrira l'esprit de nouvelles connaissances. Nous pouvons n'importe quand entamer une nouvelle activité. Nous pouvons n'importe quand lancer le processus du changement de notre vie. Nous pouvons le faire sur le champ la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Hein. Nous pouvons n'importe quand nous discipliner à tout changer. Nous pouvons n'importe quand ouvrir le livre qui nous ouvrira l'esprit à de nouvelles connaissances. Nous pouvons n'importe quand entamer une nouvelle activité. Nous pouvons n'importe quand lancer le processus du changement dans notre vie. Ah, je trouve ça très intéressant. Ensuite, le suivant, j'avais noté la faute n'est pas dans les étoiles, mais en nous-mêmes. Donc ça, c'est une remarque de Shakespeare. La faute n'est pas dans les étoiles, mais en nous-mêmes. Ok, ouais, bah c'est clair. On revient sur ces points de pas blâmer les autres, ça sert à rien, c'est bien notre propre faute. La nécessité d'une activité intelligente. Beaucoup de ceux qui aspirent à la réussite et au bonheur travaillent déjà dur, mais ne sont pas allés nulle part. Ouais, ça c'est un des points qui est dur à comprendre, c'est que travailler dur, c'est pas ça qui permet de réussir. Hein. C'est plutôt travailler intelligemment et non travailler dur. Enfin, il faut combiner les deux, hein, quand même. Le problème, c'est que pour obtenir les résultats escomptés, nous devons joindre l'intelligence et l'intensité à notre activité. L'action sans intelligence risque de s'avérer destructive, mais nous ne devons pas consacrer trop de temps au processus d'acquisition de l'intelligence. Tout est une question de proportion. Ensuite, j'ai noté. Alors, on va passer au chapitre 4, résultats. Les résultats sont le fruit de nos efforts passés. Si le fermier n'a semé que quelques graines au printemps, il ne peut s'attendre à faire une récolte abondante en automne. De même, la personne qui ne s'est engagée que dans un minimum d'activité dans le passé ne devrait pas s'attendre à obtenir de grands résultats dans le présent. Les résultats obtenus sont toujours directement proportionnels aux efforts fournis. Ceux qui se résument au printemps ne récoltent pas durant l'automne, quels que soient leurs besoins et leurs souhaits. Les résultats sont la récompense réservée à ceux qui ont su prévoir et saisir l'opportunité qui se présentait à eux. Si l'on rate l'opportunité, on n'obtiendra pas la récompense escomptée. Point suivant. Dans la planification d'un avenir meilleur pour nous-mêmes, nous devons nous concentrer d'abord et avant tout sur la nécessité de devenir plus que ce que nous sommes actuellement. Si nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats actuels, alors c'est en nous-mêmes que nous devons commencer. Ok, donc on dit bien à l'intérieur. Quand on corrige à l'intérieur, on va pouvoir changer à l'extérieur. Le fait d'en faire plus ne constitue qu'une partie de la solution. La vraie solution consiste à devenir plus que ce que nous sommes, de manière à ce que notre potentiel accru devienne partie intégrante de tout ce que nous faisons. Pour que la vie devienne meilleure, nous devons devenir meilleurs. Nous ne pouvons pas avoir plus sans d'abord être devenus plus. Il s'agit ici d'un principe fondamental à saisir. Ok. Ensuite.
N'importe quand, nous pouvons nous lever et faire le premier pas de ce voyage qui peut nous conduire à une nouvelle vie et meilleure. Toutefois, nous ne devons pas nous attendre à obtenir des résultats du simple fait que nous avons entamé l'activité, mais en nous efforçant continuellement et en faisant d'autres pas, nous ne manquerons pas d'obtenir les récompenses auxquelles nous aspirons. L'acquisition de nouvelles compétences est vitale. Si nous souhaitons faire de grands progrès et améliorer notre niveau de performance, on peut couper un arbre à l'aide d'un marteau, mais il faudra peut-être 30 ans pour y arriver. En apprenant à utiliser une hache, on atteindra le même objectif en 30 minutes. Ouais. On peut encore aller plus vite en utilisant la tronçonneuse. Enfin bon, on a compris le principe. Hein. Nous pouvons tous partir d'où nous sommes pour aller où nous voulons être. Aucun rêve n'est impossible si nous avons en premier lieu le courage d'y croire. Donc la première chose, on note bien ce qu'il dit, il faut y croire. Hein. Il ne s'agit pas en fait de vouloir, mais bien de croire. Hein. C'est déjà une différence que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je veux être riche, je veux être ci, je veux être ça. Mais en fait, c'est pas je veux être riche, c'est je crois que je suis riche. Hein. Il faut que vous voyez les croyances. C'est vos croyances que vous devez changer. C'est ce qui va vous permettre d'agir et d'obtenir ce que vous voulez. Pas simplement le fait de vouloir. Le fait de vouloir, de toute façon, c'est une négation. C'est pas quelque chose de positif. Croire, c'est quelque chose de positif qui ramène de la bonne énergie. En fait, ça colle très bien avec la loi d'attraction. Et c'est ça qui va vous ramener les choses. Et qui va vous faire agir et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ensuite, le prochain point. Il arrive rarement qu'un problème se règle de lui-même. En fait, le problème qu'on néglige aura plutôt tendance à s'intensifier. Ah, effectivement, quand vous avez un problème, il faut le chercher à le résoudre. Sinon, effectivement, c'est pire. C'est comme si vous faisiez... C'était le truc qui met la tête dans le sable. Ça n'arrange pas les choses. Ça fait l'inverse. Hein. Ensuite, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 10 ans pour voir si notre plan, notre philosophie, notre attitude ou nos efforts doivent être modifiés. La négligence et les retards peuvent s'avérer coûteux. Nous devons mesurer nos progrès de manière régulière. La vérification dans les délais prescrits des indicateurs clés de tous les domaines de la vie est un baromètre pour la réflexion sensée. La fréquence à laquelle nous devons vérifier nos résultats dépend de la progression que nous souhaitons faire. Plus nous voulons aller loin, plus nous devons les vérifier fréquemment. Alors effectivement, il y a des gens qui sont tellement forts là-dedans qui vérifient toutes les heures leurs résultats et qui changent. Ils sont hyper trucs et ils vont forcément beaucoup plus vite que les autres. Hein. Si nous ne souhaitons pas nous rendre qu'au prochain pâté de maison et que nous dévions de quelques degrés de notre trajet, cela ne fera pas une grande différence. Mais si nous avons fixé le regard sur une étoile lointaine, alors nous risquons, en nous trompant, ne serait-ce que d'1 degré, d'aboutir à des millions de kilomètres de notre cible. Plus nous mettrons de temps à découvrir cette petite erreur de jugement, plus nous devrons travailler dur pour revenir sur notre bonne voie. Et le pire, c'est que le passage du temps a tendance à diminuer notre désir de retourner sur la bonne voie. Nous risquons de contenter de peu que nous avons ce que nous avons et d'abonner nos rêves de tout ce que nous aurions pu être. Et c'est là ce passage que je trouve très important, c'est que souvent il y a des gens qui mettent persévérance, 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 et là il dit non, c'est pas la persévérance qui est le plus truc. Il faut persévérer, bien sûr, il faut avoir la discipline et tout, mais il faut aussi changer ce qui va pas tout le temps. Il faut tout le temps mesurer est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas et changer. Donc vous devez changer ce qui va pas dans votre comportement et continuer à persévérer. Et pas juste, ouais, persévérance, c'est bon, ça va marcher. Non, il faut changer, quoi. Quand vous faites les choses qui ne fonctionnent pas, il faut changer. Il faut continuer, persévérer, mais changer ce qui ne va pas. Il faut bien suivre le sens. Hein. Ensuite, le point suivant, lorsque les circonstances rendent notre progression difficile, cela devrait nous indiquer que nous devons redoubler d'ardeur et non diminuer d'efforts. Ensuite, le point suivant, sans défi, pour capter notre attention, nous risquons de prendre 2 fois plus de temps pour atteindre notre objectif. Si notre chemin est facile, nous aurons tendance à déambuler sans se presser, heureux de savoir que la réussite nous est accessible. Donc là, se mettre un objectif bien plus haut, c'est une bonne chose, en tout cas un défi. Ensuite, le point suivant, si nous ne faisons pas de progrès mesurable dans un laps de temps raisonnable, c'est assurant que quelque chose cloche dans nos objectifs ou dans l'exécution de notre plan. Donc là, on va devoir changer. Dans 10 ans, nous serons tous quelque part, mais la question est de savoir où. C'est maintenant le temps de déterminer ce que nous serons nos 10 prochaines années. La vie nous présentera souvent de défis sans que nous avons à les attirer à nous.
Lorsque notre vie est sans dessous, il nous suffit de trouver quelque chose qui en vaut la peine d'être fait pour changer les choses en mieux. En commençant, nous devons agir avec une assurance vacillante. Il nous faudra peut-être agir en dépit de la peur. Mais nos doutes et nos craintes ne manqueront pas de disparaître dès que nous aurons fermement décidé à agir. Ces premiers pas de la foi engendreront des résultats qui deviendront le fondement sur lesquels nous pourrions nous bâtir une toute nouvelle vie. Les deux choix qui s'offrent à nous. Chacun de nous doit choisir entre deux possibilités distinctes concernant ce que nous ferons de notre propre vie. Le premier choix que nous pouvons faire consiste à être moi que ce que nous avons la capacité d'être, à gagner moi, à posséder moi, à lire moi et à réfléchir moi, essayer moi et à nous discipliner moi. Or ce sont les choix qui conduisent à une vie vide. Ce sont les choix qui, une fois faits, mènent à une vie d'appréhension constante plutôt qu'à une vie d'anticipation merveilleuse. Qu'en est-il du second? Il s'agit de tout faire, de devenir tout ce que nous avons la possibilité d'être, de lire tous les livres que nous avons la possibilité de lire, de gagner autant que nous en avons la possibilité, de donner et de partager autant que nous avons la possibilité, de nous efforcer de produire et d'accomplir autant que nous avons la possibilité. Nous avons tous le choix. Alors, après on passe au chapitre 5, il me semble que c'est le dernier. Il y en a qui contribuent à leur mauvaise attitude par rapport à la vie ou à leur faible revenu. Ils soutiennent que s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes financiers, ils montreraient ce que c'est véritable que d'être heureux. De toute évidence, ils n'ont pas encore réalisé que c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à prouver le bonheur dans le passé qui a affecté leur revenu actuel. S'ils persistent dans cette erreur de jugement, l'absence du bonheur dans la vie actuelle détermine aussi leur revenu futur. Bon, ça de toute manière, l'argent c'est qu'un multiplicateur. Hein. Ça fait que donner plus que ce qu'on est déjà. Donc, on ne devient pas plus heureux directement par de l'argent, quoi. On sera toujours le même. Donc ça revient donc au fait, donc ce qui vient de dire, c'est il faut changer de l'intérieur. Si on devient plus grand à l'intérieur, on devient forcément plus grand à l'extérieur. Comme nous l'avons déjà étudié, ce que nous ressentons, c'est ce que nous jugeons avoir de la valeur, faire partie du processus mental qui détermine au bout du compte ce que nous attendons dans la vie. Si nous ne sommes pas heureux des circonstances de notre vie, nous pouvons nous mettre à les changer simplement en modifiant notre façon de réfléchir et de ressentir les choses. J'ai aussi noté l'approche idéale pour manger au restaurant consiste donc à prendre à part la personne qui nous servira afin de lui remettre son pourboire avant qu'elle nous dispense le service que nous voulons recevoir, et non après. Bien entendu, la gratuité devrait correspondre à une somme suffisante pour garantir que le niveau de service sera nettement supérieur à la moyenne. Pour ajouter au caractère unique du geste, nous pourrions aussi agrémenter notre geste de quelques paroles plutôt particulières, comme « Mes invités de ce soir sont très spéciaux et je souhaite leur faire vivre la meilleure expérience possible. J'aimerais que vous preniez bien soin d'eux. Alors voici quelque chose de spécial pour vous. » Donc là, on voit bien qu'il fait l'inverse de ce que les gens font en temps normal. En temps normal, les gens, ils donnent après. Et lui, il fait l'inverse, il donne avant pour avoir le meilleur résultat. Ensuite, on a tout en nous communique également aux autres un message sur notre degré d'intensité. Ce que nous faisons, c'est ce que nous disons. Et même notre apparence suggère une attitude inférieure par rapport à la vie. Si nous dépensons plus d'argent sur les beignets que sur les livres, cela laisse entendre que quelque chose concernant la sincérité de notre désir de progresser dans la vie. Le style de vie, c'est le fait de concevoir des moyens de vie de manière unique. Il s'agit d'une compétence à acquérir et non d'un état. Ah là là, la veille. Il s'agit d'une compétence à acquérir et non d'un état à rechercher. Le style de vie, c'est le fait de trouver de nouveaux moyens d'apporter de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme et un sens à notre vie et à la vie de ceux que nous chérissons, tandis que nous travaillons à atteindre nos objectifs et non une fois que nous les avons atteints. Une existence plus abondante ne signifie pas nécessairement un style de vie plus agréable. Allez, point suivant. Si nous souhaitons être riches, nous devons étudier la richesse. Et si nous souhaitons être heureux, nous devons étudier le bonheur. La combinaison de ces deux études créera l'aura que nous appelons style de vie. Voilà. Ensuite, apprenez à être heureux de ce que vous possédez, tout en vous efforçant d'obtenir ce à quoi vous aspirez. Chacun de nous a la capacité de créer son propre bonheur dans la vie. Nous sommes en mesure de le créer et d'en faire l'expérience. Nous n'avons pas à atteindre l'attente, ne fera que prolonger l'agonie qu'engendre le fait de supposer un être salé. Les gens coléreux, les moments de joie ruinés et le train-train habituel.
J'ai aussi noté, où que vous soyez, soyez présent. Une des principales raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à trouver le bonheur ou à nous créer un style de vie unique, c'est que nous n'avons pas encore maîtrisé l'art d'être. Lorsque nous nous trouvons à la maison, nous sommes encore absorbés par le moyen de relever les défis auxquels nous devons faire face au bureau. Et lorsque nous nous trouvons au bureau, nous nous inquiétons des problèmes de la maison. Ensuite, je note, toute progression débute par une émotion. Il ne suffit pas pour nous d'attirer une meilleure vie de le vouloir. Il nous faut encore adopter les émotions qui possèdent ceux qui connaissent cette vie meilleure. En gros, la croyance. Hein. Là, il le dit bien, ce que j'avais dit, c'est pas le vouloir, je veux, c'est vos croyances qui vont le faire. Et si vous avez des croyances que c'est possible, vous avez forcément, donc ce qui vient de dire, les émotions. Et c'est ça qui permet d'obtenir ce que vous voulez. Et ça revient à cette histoire de loi d'abstraction. Qu'on parle un peu moins en ce moment, c'est pas plus mal. Mais vu que ça change pas grand chose de le savoir ou pas. Le truc qui est important, c'est bien comprendre la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que l'on veut. Voici ce à quoi rime le style de vie. Trouver les moyens uniques de transformer des émotions éventuelles en expériences significatives qui sont déjà à notre portée. Nous pouvons commencer dès maintenant en offrant tout ce que nous avons le pouvoir de partager, que nous offrons de notre temps, une épaule sur laquelle pleurer, une parole d'appréciation sincère ou toute autre attention. Si nous sommes totalement présents et si nous vivons réellement l'instant présent, quelle expérience cela pourrait être? Voilà. Donc après, on passe à la conclusion. En résumant tout ce que nous avons communiqué dans le présent livre, peut-être conviendra-t-il de dire que notre réussite ou notre échec dépend en définitive de 3 choses fondamentales. Ce que nous savons, ce que nous ressentons par rapport à ce que nous savons, et ce que nous faisons de et au sujet de tout ce que nous ressentons et savons. Voilà, alors j'ai encore quelques points dans sa conclusion. Il se peut que nous voulions fréquemment avoir davantage, mais nous ne ressentons ni le besoin présent, ni le désir ardent de faire le nécessaire pour obtenir davantage. Le plus dangereux avec la zone de confort, c'est qu'elle semble affecter notre écoute. Plus nous sommes confortables, moins nous nous soucions du temps qui passe. Comme il semble toujours y avoir tant de temps devant nous, nous gaspillons sans le savoir l'instant présent. Nous l'employons pour nous divertir plutôt que pour nous préparer. Ça, c'est justement un des problèmes que j'ai actuellement encore et qui me bloque, c'est que j'ai beaucoup trop de mal à vouloir, enfin trop, moins, là j'ai quand même, mais j'arrive plus à avoir l'état que j'avais à une époque et j'aimerais bien la retrouver, qui permet voilà d'éviter de remettre les choses à l'endemain et de dire ouais là c'est urgent, un peu comme Steve Jobs, mais pas de sa façon qu'il avait. Hein. Steve Jobs, il avait ce truc dans la tête, les choses étaient urgentes parce qu'il allait mourir tôt et vu qu'il a eu c'était l'état d'esprit dans la tête, c'est ce qui s'est passé vraiment. Il est mort jeune parce qu'il avait dans sa tête c'est urgent, il va bientôt mourir. Bon, c'est pas la bonne chose non plus à avoir. Il y a d'autres façons normalement qui devraient pouvoir faire qu'on puisse agir, qu'on est pressé. Mais pas de la façon, voilà, parce qu'on va mourir tôt. Suivant. Quel que soit l'âge actuel d'une personne, il y a un sentiment d'urgence qui devrait le pousser à agir maintenant, dès l'instant présent. Nous devrions toujours être conscients de la valeur de chaque instant de notre vie. Ces instants qui semblent si insignifiants que la perte passe souvent inaperçue. Nous avons encore tout le temps qu'il nous faut. Nous avons encore beaucoup de chances, beaucoup d'occasions, beaucoup d'années pour monter ce que nous pouvons faire. Déjà ça, on peut pas le savoir. Hein. Il dit ouais, c'est une croyance qu'on a dans la tête. Ouais, on a encore beaucoup de temps. Ouais, on va vivre, je sais pas, 90 ans, 100 ans, 110 ans, etc. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément vrai. Le temps, il passe quand même. Et c'est possible qu'on n'a plus vraiment autant de temps qu'on le croit. Ça, on peut pas le savoir. À moins d'être diagnostiqué comme quoi on a quelque chose et qu'on va mourir, machin, dans quelques mois. Mais à ce moment-là, ce sera trop tard pour accomplir nos objectifs. Hein. Moi, je pense que vous en avez énormément comme moi. Et si on nous diagnostique quelque chose, c'est qu'on ne peut plus les atteindre, quoi. En tout cas, pas la totalité. Donc ouais, il faut trouver un moyen de mettre une urgence, d'avoir en tête que c'est urgent, il faut aller vite, vite, vite. Alors déjà, on peut se le répéter, c'est une chose. L'autosuggestion de Napoléon Hill, ça marche. Et voilà, trouver d'autres choses qui nous poussent à agir vite, un peu comme Steve Jobs, mais pas de cette manière. Il faut une autre raison meilleure que de dire ouais, on va mourir tôt. Mais quelque chose qui nous pousse, voilà, vraiment à agir comme quoi c'est urgent. Nous décrivons tous dans une certaine direction en ce moment même. La seule chose que nous puissions déterminer avec une certaine exactitude, c'est là où notre dérive actuelle nous conduit. La grande question est de savoir s'il nous reste encore suffisamment de temps ou de chronomètre de notre vie pour changer le cours des choses. Voilà.
Nous devons examiner ce que nous sommes à notre façon d'être, non seulement à la lumière de nos objectifs, mais encore en étant bien conscient du temps qui passe. Peut-être ne nous reste-t-il plus que quelques années à vivre. Peut-être ne serait-il plus que quelques mois à vivre. Mais ne serait-il pas plus logique de faire quelque chose de constructif du temps qui nous reste plutôt que d'attendre passivement que le temps fasse son œuvre inexorablement? Ah, ça tout à fait. Le temps, il va passer qu'on agit ou pas. Donc on ferait mieux de se bouger rapidement parce que sinon ce sera trop tard. Nous ne pouvons pas nous permettre d'atteindre l'avertissement de 2 minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre jusqu'aux dernières minutes pour découvrir que notre plan de match ne fonctionne pas. De même, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre jusqu'à la dernière minute pour prendre au sérieux les opportunités de la vie. Bon, il faut agir. Donc j'ai encore noté 2 points que je vais vous lire. Nous ne pouvons attendre qu'une opportunité parfaite se présente à nous pour que nous nous obligeons à prendre les choses au sérieux. Nous devons intensifier l'opportunité qui s'offre actuellement à nous et la saisir. Nous devons éveiller notre talent, notre vigueur et notre nouveau sentiment d'urgence et de découvrir ce que nous pouvons faire. Et l'autre point, vous pouvez y arriver. Vous pouvez changer votre vie dès maintenant. Il vous suffit d'acquérir un nouveau sentiment d'urgence. Voilà. Ça, c'est le truc qu'on a besoin, le sentiment d'urgence. En tout cas, que moi, j'ai besoin personnellement, hein. Souvenez-vous, le temps est compté. Vous êtes en mesure d'accomplir tout ce que vous voulez, si toutefois vous y mettez dès maintenant. Il est facile de connaître la réussite et le bonheur, et il est facile de ne pas les connaître. Voilà pour ce que j'ai noté dans ce livre. Moi, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et puis voilà, j'espère que ça vous a parlé ou pas, que ça vous a aidé à prendre votre décision, si vous voulez lire ce livre ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regardez mes vidéos pour savoir si le livre leur convient ou pas, s'ils vont le lire ou pas. Donc là vous avez pas mal de points que je vous ai lus, pas mal de parties. Après c'est à vous de voir ce qui va vous parler aussi là-dessus. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, hein, comme d'hab, c'est des trucs classiques, hein, mettez un j'aime, partagez, ça va aider la chaîne à être propulsée dans les 2 cas, mais aussi aider d'autres gens qui sont intéressés par ça. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous connaissez Jim Rohn, n'hésitez pas à me parler, voilà, de ce que vous pensez de Jim Rohn. Si vous avez lu d'autres livres, de ses séminaires, vous avez vu ou des podcasts ou autres qu'il a fait énormément de choses. Et donc voilà, n'hésitez pas à en parler si vous voulez en parler, voilà. Allez, à la prochaine, c'était Sébastien Quesnel.